Bonjour et bienvenue. Je suis Elfie Turpin, je suis directrice du CRAC Alsace, Centre Rhénan d'art contemporain à Altkirch en France. Je suis membre du comité de pilotage de cette première édition de l'Assemblée européenne des centres d'art contemporain et coprésidente de DCA, Association française de développement des centres d'art. Cette rencontre est entièrement bilingue, français-anglais, donc je vais introduire en français, mais les intervenantes vont parler en anglais. J'ai donc le grand plaisir d'ouvrir cette première Assemblée européenne des centres d'art contemporain en cette date du 8 mars. En effet, depuis 2015, le réseau DCA tisse des relations avec des institutions artistiques en Europe, en partageant des valeurs et des questions communes. De cette reconnaissance mutuelle est né le désir de faire assembler, en impulsant des temps réguliers de réflexion collective ouverts à toutes et tous, publics, professionnels de l'art, autour de grandes problématiques qui traversent nos quotidiens par-delà la diversité des contextes auxquels nos structures sont confrontées. Initialement conçu pour se tenir sous la forme d'un grand rassemblement sur 2 journées à Paris en mai 2020 autour de la question des inégalités de genre au sein des institutions artistiques et repoussé en crise en raison de la crise sanitaire, cette édition inaugurale se tient ces mois-ci en ligne. Cette crise sanitaire, en exacerbant toutes les formes d'inégalité et de discrimination, a rendu d'autant plus nécessaire la réflexion sur ces enjeux dans notre écosystème artistique. À la crise sanitaire s'ajoute aujourd'hui la guerre en Ukraine. Alors, je voulais en dire quelques mots avant de commencer. On ne peut pas commencer cette Assemblée européenne sans évoquer la brutale invasion militaire en cours en Ukraine, sans affirmer notre solidarité au peuple ukrainien et à notre endroit à la communauté artistique. De nombreuses actions et initiatives naissent un peu partout en Europe. Je voulais vous dire que le réseau français des centres d'art contemporain est en train de recenser les capacités d'accueil de ses membres afin de pouvoir proposer à terme des temps de résidence artistique en faveur des artistes et professionnels en provenance du territoire ukrainien. Nous travaillons en lien avec l'artiste Kristina Solomouka, artiste franco-ukrainienne basée à Paris, afin d'évaluer avec elle les nécessités, les besoins de la communauté artistique avec laquelle elle est en contact permanent. Lors de notre dernière conversation hier, elle me rapportait le fait que pour l'heure, la circulation étant très réduite, les artistes s'engagent et entrent en résistance sur le territoire. Dans ce contexte très troublé, l'ambition de cette assemblée est de déconstruire les conditions structurelles, matérielles qui perpétuent au sein de l'écosystème artistique des inégalités de genre, de sexe, de classe, de race, pour n'en citer que quelques-unes, et qui génèrent des pratiques institutionnelles discriminantes. Il s'agira dans le même temps de partager des outils, des idées, des actions de transformation et des méthodologies qui permettent de lutter contre ces multiples formes de discrimination, de domination et de développer des pratiques instituant des relations réellement équitables. Pour ce faire, nous avons donc invité des professionnels de l'art, des artistes, des commissaires d'exposition, des critiques, des directrices d'institutions intellectuelles, chercheurs, chercheuses, afin de débattre et partager idées, inspirations au sein d'un programme de 4 rencontres en ligne, dont nous sommes en train d'ouvrir la première. Ils seront mobilisés de multiples approches et pratiques féministes animant la sphère culturelle. Quand je dis nous, j'évoque le comité de pilotage qui a construit ce programme et qui est composé de Marianne Hultmann, directrice artistique de l'Oslo Kunstforening en Norvège, Antonio Cataldo, directeur artistique de Fotogalerie à Oslo, Philippa Oliveira, directrice artistique du centre d'art Casa da Cerca et de la galerie d'art municipale d'Almada au Portugal, Manuel Segade, directeur du CA2M, Centro do Arte dos de Mayo à Móstoles en Espagne, Ursula Schondeling, curatrice indépendante, directrice pendant de longues années de la Kunstverein Langenhagen, puis du Kunstverein Heidelberger jusqu'en 2021. Je les remercie pour leur immense et inoxydable implication dans ce projet. Les prochaines dates de rencontre se tiendront les 12 avril, 10 mai, 7 juin. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet europeanartassembly.org qui a été designé par Lorraine Furter. Cette session est enregistrée et sera mise en ligne sur ce site.
Cet événement en ligne n'aurait pu voir le jour sans les soutiens du ministère de la Culture français, de l'Institut français, de la Fondation des artistes. Sa clôture physique prévue à l'automne 2022 à Paris bénéficiera également d'un soutien dédié de la mission RSO pilotée par Agnès Salle au ministère de la Culture. Qu'elle en soit ici sincèrement remerciée, ainsi que Delphine Fournier, François Quintin, Simon André de Conchard et Isabelle Delamont pour le ministère, Marie-Cécile Burnichon, Josie Tinella et Adeline Blanchard pour l'Institut français, Laurence Meunier pour la Fondation des artistes. Cette assemblée est organisée en collaboration avec le réseau des Kunstvereine en Allemagne, ADKV, le réseau des centres d'art en Norvège, Kunsthalle i Norge, et les institutions artistiques Photogaleries à Oslo, Oslo Kunstforening, CA2M en Espagne, Casa da Cerca au Portugal. Un grand merci à ces organisations. Je remercie également l'équipe de DCA, Marie Chénel, Chloé Monneron et Lénie Panté-Larras pour la mise en œuvre de cette assemblée. Alors, nous avons aujourd'hui l'honneur d'écouter Angela Dimitrakaki en conversation avec Xavier Arakistan, puis en conversation avec Elke Krasny, puis Xavier Arakistan en dialogue avec Elisabeth Lebovici. Ces deux discussions de 40 minutes chacune seront suivies d'une session questions-réponses de 17h à 17h30 et sont modérées par Julia Morandera. Julia Morandera est chercheuse, curatrice. Elle est actuellement curatrice du programme post-académique de Bac à Utrecht et enseigne au sein du Dutch Art Institute à la Artes University of the Arts aux Pays-Bas. Julia Morandera a publié de nombreux textes sur les intersections entre la théorie critique, les études culturelles et les pratiques artistiques et éducatives. Sa pratique s'articule autour de projets de recherche curatoriale au long cours qui se matérialisent à travers de multiples formats, structures et gestes tels que Cannibalia, Be careful with each other so we can be dangerous together, Nothing is true, everything is alive, ou encore Night Studies, pour n'en citer que quelques-uns. Julia, je te cède la parole. Thank you so much, Elfie, Merci beaucoup, Elfie, pour cette agréable présentation. Et sans attendre, eh bien, j'aimerais accueillir une fois de plus Angela Dimitrakaki et Elke Krasny, les deux premiers invités qui vont se plonger dans les diverses questions concernant le genre. Angela est historienne de l'art et qui travaille sur le féminisme. Elle est également écrivain, elle travaille sur le marxisme, elle travaille comme professeure à l'Université d'Édimbourg. Elke Krasny est une théoricienne de la culture féministe et aussi curateur. Elle est professeure à l'Académie de finance de Vienne. Vous pouvez trouver davantage d'informations sur sa biographie dans l'Assemblée européenne, sur le site de l'Assemblée européenne. Vous pouvez trouver toujours tous les liens, à la fois en anglais et en français, sur le chat. Angela, toutes les deux ont travaillé sur la géologie complexe du genre dans le contexte artistique à partir de différentes approches qui se retrouvent et qui convergent, mais aussi on retrouve quand même quelque part des intersections. C'est alimenté par le libéralisme et la précarité, le pratique de contrôle et d'artistique dans les institutions traite toujours de cette division du genre dans le travail. On ne le retrouve pas seulement aussi dans l'économie, mais dans la quantité importante d'enthousiasme invisible entre le travail. Est-ce que cette tradition continue féminisée? Et donc, on retrouve une certaine précarité. Cela souligne la réalité où on retrouve des contrats nets entre la glorification de certaines réussites, la prolifération des femmes artistes ou des thématiques féministes ou la justice sociale dans les institutions artistiques. Donc, voici une image très générale que la pandémie a renforcée sur différents points, l'a même fait empirer, mais j'espère que cela a aussi ouvert davantage d'opportunités pour l'intervention féministe. Et maintenant, j'aimerais vraiment en parler pendant la conversation d'aujourd'hui. Donc, pour démarrer, j'aimerais vous demander quelles sont les questions les plus urgentes qu'on retrouve dans le domaine artistique par rapport au genre. Pourquoi est-ce que les grammaires masculines ne cessent d'hanter ce domaine? Et quelles sont les blessures que nous devons traiter et soigner?
Merci, Julia. Je ne sais pas si je dois commencer ou Elke doit commencer. Je vais commencer et j'aimerais d'abord vous remercier tout le monde qui sont présents ici. C'est une période difficile. J'aimerais remercier les organisateurs qui nous ont invités. Donc, c'est une question. Dans nos propres discussions, on a convenu du fait que par rapport à cette question, il y a 3 points qui émergent et que l'on souhaite mettre en avant et sur lesquels nous devons davantage nous pencher. Moi-même, je commencerai en insistant par le fait qu'il faut repenser et comprendre les histoires de nos institutions par rapport au féminisme. Bien sûr, c'est difficile de maintenir une certaine clarté par rapport à cela. Cela remonte, mais les choses se sont accélérées. Il y a eu beaucoup de changements politiques, par exemple. J'observe toujours des inégalités au niveau politique. Et qu'est-ce qui est en train de disparaître et qu'est-ce qui est en train de renaître, de naître. Et pour les féministes, pour mes collègues féministes aujourd'hui, dans cette situation très violente qui a lieu dans l'Est de l'Europe, il n'y a pas de journée des droits de la femme dans les réseaux sociaux, car le féminisme a tellement été pacifié et laissé place au libéralisme, et il semble peu pertinent. Donc, la compréhension libérale de la mondialisation, et j'ai travaillé beaucoup là-dessus, c'est épuisé à cause du fait que la mondialisation qui transforme depuis quelque temps, elle se transforme dans quelque chose de tripolaire, une forme d'impérialisme en circulation depuis 2010. Donc, je dirais que la première partie pour le féminisme, c'est de travailler sur la partie politique et l'on entend par les valeurs féministes qui sont attaquées depuis très longtemps, et voir les possibilités réalistiques qui sont devant nous. Je ne pense pas qu'on peut supposer que ça fonctionne toujours. Donc, à cette fin, il faut repenser la trajectoire du féminisme à travers le 21e siècle. La pression politico-économique a plusieurs formes, et c'est d'autant plus prononcé quand cela concerne les liens entre la deuxième vague et la crise post-financière de 2008 et les mouvements féministes de cette période. À mon avis, les féministes dans l'art permettent de servir, d'alimenter les mouvements sociaux, comme les personnes qui sont dans la rue maintenant. Ce n'est pas se faire une introspection sur soi-même, non, non, non. Il ne s'agit pas vraiment de faire une certaine introspection, voilà. Donc, j'ai dû travailler là-dessus en 2018. J'ai insisté sur les contradictions connues par le féminisme dans le domaine de l'art, et je dirais que tous les mouvements font face aux mêmes contradictions. Cependant, je n'avais pas conscience à cette époque, puisqu'en même temps, Susan Walton avait fait une recherche exemplaire, dont un article concernant les différents types de féminisme, et cela expliquait les incertitudes et la trajectoire du féminisme et dans le capitalisme. Donc, on observe ce que Susan Watkins a montré. Elle a montré plusieurs choses. On doit pas forcément essayer. Elle ne parlait pas d'art. Hein. Je pense que c'est à nous de parler d'art, mais pas elle. C'était pas son affaire. En quoi les idées, les concepts et les pratiques étaient vers lesquels nous aspirons et comment on les adoptait. Donc, c'était quelque chose qui était bien financé, et donc on avait une bonne intégration, un projet bien financé. Et ça ressemble un peu par rapport au droit civil, la même chose a été faite pour les féministes. Donc, qu'est-ce qui pouvait être fait? Le libéralisme
sought to remove women's liberation from the streets and develop instead an institutionalized feminism. And she examined how powerful foundations, such as the Ford Foundation, they put millions into. Cette fondation a mis des millions pour publier des journaux et des revues et ont favorisé des thèmes comme l'intersectionnalité dans le féminisme américain. C'est un article long, plutôt 27 pages. En fait, c'est quand même pas mal de pages. Et puis, elle a examiné comment ces modèles américains ont été, de féminisme américain ont été exportés. Et je me souviens d'avoir rencontré un historien en Hongrie et qui a dit qu'en fait, c'est un modèle non politique, plus ou moins pour nous. Donc, c'est comme ça que c'était le modèle d'exportation. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Susan Watkins? Donc, on ne pourra jamais démanteler la maison du maître. C'est ça qu'on peut prendre comme leçon ici, à prendre comme leçon. Pour moi, c'est intéressant et ça serait difficile de trouver des textes féministes historiques qui parlent des stratégies dans les années 70 et 90 et qui analysent le néolibéralisme. Et c'est au même moment que le féminisme entrait dans la deuxième vague. Les gens étaient très jeunes à l'époque. Un processus dynamique. C'était un processus dynamique. Donc, on n'avait pas suffisamment analysé ce processus à l'époque. Et ça posait un problème d'intégration du féminisme qui a duré, un problème qui a duré un certain temps. Ça a eu un grand impact sur le développement du féminisme sous l'hégémonie américaine. On voit ceci chez certains artistes féministes. Ça cessait d'être un point d'intérêt. Le labeur est devenu un problème plus important après les années 2000, 2008. Alors, j'écris beaucoup de choses ici, en fait, et malheureusement, nous n'avons pas le texte. C'est un petit peu problématique, mais bon. Mais le deuxième point que je voulais souligner, c'est le masculinisme qui il y a des problèmes de financement aussi, où nous avons une institution qui est financée au détriment d'une autre institution. On a un problème de financement. Et je crois qu'ici, avec la remilitarisation de l'Europe, nous allons recevoir moins de financement dans le domaine des arts. Alors, ce qui se passe en Allemagne aussi ailleurs, c'est pareil. Il y aura moins d'argent pour la culture, évidemment avec la militarisation de l'Europe. Et pour survivre, il faut demander des politiques qui nous éloignent de cette compétition. Nous avons besoin d'une autre approche aux installations, aux expositions. Mais
Greg Gillette, en 2010, a parlé de la masse des producteurs d'art. Ils doivent être là, justement, pour permettre aux stars, aux quelques stars, de briller. C'est une masse qui s'est développée avec une co-localisation des arts. Autrefois, il y avait une époque où les femmes ne figuraient pas beaucoup dans les articles, elles ne produisaient pas beaucoup d'articles. Mais comme nous savons maintenant, c'est un contexte féminisé maintenant, c'est une profession féminisée maintenant. Donc, il faut changer de politique. Il faut repenser à notre conception même du monde de l'art et la façon de travailler dans ce monde. Et là, il faut comprendre que la méritocratie qui nous pousse à célébrer, à féliciter donc la percée de chaque artiste qui n'est pas blanc, par exemple, car c'est quelqu'un qui normalement ne serait pas destiné à percer, en fait. Il faut repenser tout cela. C'est une valeur capitaliste, la méritocratie. Donc, nous avons parlé de cela dans un article récent dont j'étais co-auteur. Ce n'est pas l'institution du féminisme, mais institutionnaliser le féminisme. C'était ça le message qu'on voulait promouvoir. Et en ce qui concerne mon troisième point, ça concerne ce qu'il faut, les points à réparer, ce qu'il faut rectifier. C'est difficile même de concevoir de ça, non seulement trouver des solutions à ce problème. Depuis quelques années, on entend parler des féminismes. Et je dirais que c'est l'héritage du postmodernisme et du féminisme. Mais si le féminisme est à concevoir comme la fin de la suppression des femmes, on ne peut plus procéder ainsi. La pluralisation des féminismes. Non, je suis désolé, elle lit un texte que nous n'avons pas, c'est impossible. Or white feminism. So, can we then seriously Donc, est-ce qu'on peut accepter un féminisme fasciste? Became prominent so that we could avoid a discussion and indeed a debate about what a feminist horizon and we accepted the parallel feminisms, right? That can be antithetical to each other, so that we wouldn't really have to think really what feminism is about and how reform strategies would meet this big like feminist horizon. So for me, it is in pour ma part, il faut faire preuve d'un réalisme féministe qui regarde le rôle des femmes dans la production. Et à travers ce réalisme, nous devons comprendre les fractures du féminisme. Et on doit constamment réexaminer ce que c'est, quelle est notre position dans ce débat. Donc, il y a les fractures du féminisme que
qui sont les points qu'on devrait parler en fait. Donc, j'arrêterai ici. Je vous remercie de votre attention et puis voilà. OK. Merci. En fait, je partage les points auxquels j'ai pensé donc avant de nous réunir. Mais tout d'abord, je voudrais commenter un certain nombre de choses que Angela a dites et puis ensuite revenir à ce que moi j'ai préparé à dire. Donc, je crois d'abord qu'il faut non seulement penser mais agir contre cette nouvelle néolibéralisation des esprits et des corps qui a été tellement intégrée par tant d'êtres humains que c'est même plus visible, c'est même plus compris en tant que tel. C'est en quelque sorte une poison invisible, en fait, et qui doit être appelée ainsi, en fait. C'est une poison. Et on doit imaginer la vie de manière différente. Et je voudrais souligner ce point. Et la compétition, c'est son ingrédient le plus important, en fait. Quand on se trouve en compétition les uns avec les autres, pour tout, en fait, et le résultat, c'est que les individus se trouvent totalement isolés. C'est comme la pandémie. La pandémie l'a rendu une réalité, mais cet isolement était là déjà avant. Et il y avait déjà des frontières que nous érigeons pour nous protéger. Et quand on regarde tout cela, cette compétition, la protection, l'isolement, le retrait vers une position de sécurité, n'est-ce pas? Il faut faire preuve de réalisme. Et quand moi, je me montre réaliste, les gens vont penser que je suis pessimiste, je me montre pessimiste. Mais il faut comprendre comment le réalisme peut devenir en quelque sorte une source d'optimisme, je dirais. Pas de manière utopique, c'est pas quelque chose qu'on n'atteindra jamais, mais une forme d'optimisme qui est basée sur une compréhension que tout n'est pas un en soi dans le monde actuel. En fait, souvent, vous avez dit que peut-être on ne sera pas là à l'avenir, ou on ne peut pas prendre comme avoir argent comptant tel ou tel fait de société. Je crois que ça, c'est très important pour le féminisme aujourd'hui. C'est-à-dire, rien n'est à prendre pour argent comptant, en fait. On ne peut pas compter maintenant sur des en soi. Et en Europe centrale, en Europe occidentale, il y a une espèce de, peut-être un bien-être qui n'est pas forcément tout pour moi, mais enfin, ça nous aide, en fait, pour effacer cet isolement. Alors, pour ma part, le fait que nous réfléchissons ensemble pour réfléchir à la fonction artistique, culturelle, sociale des centres d'art contemporain, en fait, je suis remonté dans le temps, en fait, de façon... enfin, je pense que je dirais que les centres d'art contemporain doivent toujours faire face au fait que pendant la formation de la modernité occidentale, la vie était séparée de l'art. L'art n'était pas considéré comme le travail. C'était quelque chose considéré comme séparé, autonome, qui n'était plus imbriqué dans la réalité quotidienne. Et ça a des implications masculinistes. Et puis, on va revenir à la question qu'a posée Julia. Mais, et en fait, nous avons la vie en général, et puis nous avons cette petite chose protégée qui s'appelle de l'art, et puis nous avons des structures culturelles systémiques qui ont été construites comme des disciplines, l'histoire de l'art, et les musées, par exemple. Et maintenant, les centres d'art
contemporains qui sont différents des musées, en fait. Je crois que ces centres jouent un rôle primordial dans ce processus. Et puis, je dirais, en fait, que il y a une majorité marginalisée. La plupart sont des femmes, mais pas forcément toutes des femmes, et ils étaient exclus de cette notion de qui fabrique de l'art ou ce qu'est de l'art. Et puis, ça a été challengé, ce concept, mais ça a toujours été en fait challengé. Et peut-être vous allez me corriger, mais il n'y a jamais eu un système qui est radicalement différent. Donc, en fait, il y a beaucoup de défis auxquels il faut faire face, mais je crois qu'il n'y avait pas une façon facile de dire, OK, on voudrait que l'art fasse partie intégrante de la vie. Et ce n'est pas peut-être réaliste quand je dis cela, mais je pense quand même que c'est possible que l'art devienne une partie intégrante de la vie quotidienne. À ce moment-là, les centres d'art contemporain vont fonctionner vraiment d'une manière différente dans la manière de fonctionner aujourd'hui. Il y a des exemples, en fait, et vous qui travaillez dans les centres, peut-être vous allez concevoir les choses différemment, mais je crois, on ne doit pas trop généraliser non plus. Peut-être que je le fais. Mais le deuxième point que je ferai, c'est que évidemment, on ne va jamais solutionner tous les problèmes seul, en fait. Angela l'a dit, en fait. Ce n'est pas à l'individu de résoudre tous ces problèmes. Et si on va solutionner ces problèmes, c'est ensemble. Donc, quelles sont les problématiques féministes? Et j'ai commencé à rédiger une liste qui pourrait être très, très longue. Et les deux premiers points, genre, c'est une problématique féministe. Quand les gens parlent de genre, ils pensent à un seul genre. Ils ne pensent pas au genre au pluriel. Et donc, ça, c'est un premier point. Et l'infrastructure, c'est une problématique féministe. Et ça, c'est devenu très évident pendant la pandémie, pendant les temps les guerres, l'austérité, et lorsqu'on est en train de faire du downsizing, c'est-à-dire le nettoyage aussi. Qui c'est qui va nettoyer les centres d'art contemporain? Ça, c'est une problématique féministe aussi. Le leadership aussi, c'est féministe. Qui deviendra leader, qui devient actif en tant que leader et qui peut remplir ce rôle peut-être différemment. La programmation aussi est différente quand on parle des centres d'art, et le financement aussi. Et le financement, souvent nous sommes compliantes au système de financement. Et les ressources, ça aussi, la représentation aussi, c'est une problématique discutée depuis fort longtemps, mais l'infrastructure peut-être moins. Et les communautés publiques aussi. Et donc, comment peut-on donc résoudre ces problématiques? Donc, je pense que le travail au jour le jour doit changer, doit être transformé dans les centres. Et les interventions sont plutôt relèvent d'une terminologie militariste, masculiniste. Et intervention aussi renvoie peut-être au domaine médical aussi, où on a besoin d'une intervention pour résoudre un problème, guérir. Mais on parlera peut-être plutôt en termes de transformation dédiée, et on sait qu'on ne le fait pas. Après une intervention, en fait, il se posent les vrais problèmes quand on parle d'intervention dans l'acception médicale. Et quand on parle de genre, je voudrais parler juste de genre. Donc, parlons de changement climatique et qu'est-ce que ça veut dire pour les centres d'art contemporains?
Et donc, quand je parle de changement, comment un centre d'art contemporain peut-elle concevoir ce problème de changement climatique? Et le COVID-19 est immensément genré. Il y a énormément d'écrits, d'articles écrits dessus. Mais bon, on ne sait pas encore. Mais enfin, bon. Donc, le fascisme est genré, la guerre est genrée. Donc, en fait, C'est une liste qui peut continuer et qui est sans fin. La question que j'ai ajoutée ici, par rapport à ma réponse à l'urgence que Julia a mentionné, en quoi les centres d'art contemporain peuvent répondre au niveau des jonctions historiques. Donc, les programmations sont faites chaque année, mais parfois tous les 3 ans, sur plusieurs périodes temporelles. Mais quand quelque chose a lieu maintenant, comment on peut réagir dans l'instant, mais aussi sur le long terme et d'une façon durable? Donc, quelque part, eh bien, j'essaye de voir comment les centres d'art contemporain répondent à l'ici et maintenant par rapport à ces faits historiques, par rapport au futur et par rapport à ce qui n'est pas là maintenant, ce qui n'est pas encore là pour l'instant et ce que l'on souhaite voir et sur quoi on souhaite réfléchir et sur quoi insister. Mais je vais m'arrêter là pour laisser un peu de temps à la conversation et réfléchir. Merci beaucoup pour ces points qui vraiment suscitent beaucoup de réflexion. Peut-être je vais prendre la suite par rapport à cette dernière question. J'aimerais continuer de parler de la temporalité. Quelles sont les différentes temporalités du travail féministe et du changement au-delà de l'immédiateté et de l'urgence, comme vous l'avez très bien indiqué, comme on a l'exemple d'Angela et votre exemple également, le besoin de pratiques sur le long terme qui ont mis du temps à émerger et des durées qui doivent être instituées et reconnues. Peut-être que le pas maintenant, le not yet, comme Munoz l'a expliqué, mais aussi d'autres personnes, et il doit être compris comme un vecteur temporel qui implique à la fois le passé et la production de futurité, de futurs potentiels et désirables, mais toujours représentés dans le présent. Ça peut s'agir dans une position assez adéquate et c'est une façon adéquate pour vraiment réfléchir et articuler cette transformation incessante, mais à la fois lente, où toutes les autres temporalités liées aux chroniques qui nous informent, qui se transforment en pratiques somatiques. On parle de violence et d'autres aspects. En général, je pense que cela nous amène à utiliser un nouveau vocabulaire pour ce type de travail, un nouveau lexique. Peut-être que vous aimeriez réagir par rapport à ces questions de temporalité, à partir de la question que je viens d'évoquer, s'il vous plaît. Angela, vous voulez commencer? Je l'ai demandé. Tu peux répondre en premier. Alors, je vais commencer. Eh bien, je vais commencer. Et toi, Angela, tu prends la suite. Est-ce que ça vous va? Ça te va, Angela? Alors, peut-être, je pense que l'on pourrait parler de ces choses d'une façon très théorique pour commencer. Mais aussi, il faut y réfléchir dans la pratique quotidienne et ses particularités, surtout pour les personnes qui travaillent dans les centres d'art contemporain. Une fois de plus, j'aimerais expliquer la temporalité. Il y a tout cela, quelles sont les choses dont il faut absolument se débarrasser pour s'assurer que ces lieux deviennent agréables pour tous les humains, deviennent des lieux plus humains en fait, ou aussi bons pour la nature. Souvent, des conditions de travail sont précaires, fondées sur des contrats en CDD à court terme, ou des conditions de travail qui reflètent bien l'économie qui alimente le domaine de l'art. Je ne dis pas que les centres d'art sont le mal, non, non. Je dis juste que parfois ils se retrouvent à travailler dans des conditions sur la base de financement qui financent des projets spécifiques, mais ils ne permettent pas
d'avoir des salariés sur le long terme, en CDI si vous préférez. Donc, je dis qu'il y a une précarisation en fait, hein, on le retrouve ici, c'est clair. Et bien sûr, on ne peut pas être certain à 150% d'avoir un travail jusqu'au bout de la vie. Non, c'est pas du tout envisageable, puisque d'ailleurs, on retrouve diverses implications qui sont liées, à mon avis, avec des personnes qui sont usées, fatiguées. Elles doivent travailler de plus en plus vite et de façon travailler très dure, elles doivent travailler davantage afin bien, de garder l'énergie de certains projets pour engendrer d'autres projets, si vous voulez. Et c'est très rythmé, mais malheureusement, ce n'est pas du tout durable, ce mode de travail. Ce n'est pas envisageable. Donc, tout d'abord, il faut bien comprendre ce que l'on ne veut plus afin de se débarrasser de certaines temporalités. Et je vais peut-être m'arrêter là. Angela, tu veux peut-être ajouter quelque chose et moi, je rebondirai sur ce que tu dis. C'est très important, la prévalence des projets, la surimportance des projets, le cadre de production dans le domaine artistique. Comment cela existe par rapport aussi au principe de concurrence? Je démarrerai avec un différent point de vue, différentes aptitudes, je dirais même. Je sais que beaucoup de choses ont été soulignées en matière d'archives, etc., d'histoire de l'art. Et c'est important également pour les luttes féministes. Personnellement, je critiquerais tous ceux qui sont axés sur l'individualisme, l'individualisation. Je pense, je le dis, car je le sais, je connais, car bientôt, on va devoir gérer des personnes déplacées, bien sûr. Il va y avoir davantage de vagues de personnes déplacement à un niveau qui, à mon avis, va être difficile à gérer et on n'a jamais vu par le passé dans l'art. Et comment on va gérer cela? Et ce n'est plus une histoire individuelle. L'individualisme, la lutte principale, et je dirais, pour décoloniser le concept de la temporalité que l'on utilise en féminité ou dans la modernité du retard ou la modernité développement. Et si vous regardez, si on en parle entre nous et on se dit c'est politiquement correct, c'est théoriquement correct, et dans la rue, vous allez dans la rue, vous verrez que les gens parlent du tiers-monde, de la modernité qui n'arrive pas, et une modernité qui est menacée par des lois qui sont sur le point d'être votées et qui sapent leur travail, sapent la modernité. Par exemple, avec les déplacements des migrants, etc. Vous en avez entendu parler. Vous savez, en Grèce, on est très touché par ces phénomènes, mais l'ensemble de l'Union européenne, d'ailleurs. Tout ça relève de la fiction. Et nous devons expliquer pourquoi le développement dans une partie du monde est synonyme de sous-développement ailleurs. C'est certainement une tâche d'ordre féministe, puisque cela implique les femmes. Et en agissant ainsi, il est essentiel de déplacer l'art du domaine des loisirs, du luxe, de passer du temps dans des institutions artistiques. Il faut déplacer les choses, amener un changement. Aujourd'hui, je dirais, j'ai quelques doutes et je suis sceptique par rapport aux idées très attrayantes et qui sont très présentes dans l'idéalisme postmoderniste. J'ai peur, et on le voit tous les jours d'ailleurs. C'est pourquoi la perte de vie pendant la guerre ou pendant la pandémie, c'est une tragédie qui est racialisée, classée, classifiée et genrée. La destruction du climat, c'est la même histoire qui s'applique. Je répète, la connaissance scientifique a pourtant suffisamment d'outils pour voir vers quoi on s'oriente de façon très linéaire. Je pense que la linéarité, d'ailleurs, pour diverses raisons, est quelque part un peu oubliée, laissée de côté. Et quelque part, c'est un peu un gros mot pour certains, la linéarité. Mais moi, je suis très attachée. Surtout, c'est lié à mon propre réalisme féministe, je dirais.
Pour moi, avec le féminisme, on pose la question des générations. On sait très bien hein, que le féminisme n'atteindra pas ses objectifs tant que nous sommes vivants. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que pour nous tous, mais on va toujours continuer de participer dans la lutte. On va lancer la lutte. Et la question qui était très proéminente que l'on retrouve, j'ai lu pas mal de choses là-dessus. C'est essentiel. Cette question du féminisme comme étant une forme de question intergénérationnelle et une lutte intergénérationnelle. Et dans les discussions que nous avons eues avec Elke récemment, d'ailleurs, c'est là que les institutions artistiques ont un rôle à jouer, puisque des choix doivent être faits par rapport à l'héritage des civilisations et la question de la préservation. C'est important de le souligner. Donc, c'est un point que vous avez souligné, en fait. Donc, ce dont on a parlé. Donc, Angela parle d'une réunion préparatoire et on n'a pas tellement de centres d'art contemporains qui souvent n'ont pas de collection, mais plutôt des musées qui ont beaucoup de choses en réserve. Et puis, on peut dire qu'ils investissent dans le prolongement dans la vie des œuvres artistiques via des stratégies qu'on appelle la restauration et la conservation. Donc, quand tout ne marche pas, le climat au musée est toujours bien, mais il y a toujours, on fait toujours des efforts et le climat pour les œuvres est toujours bien, même si les êtres humains souffrent en fait. Et puis, in ensuring that artworks et puis, il faut faire en sorte que les œuvres soient en bon état. Donc, comment prioriser ce travail? Quelles sont les œuvres qui devraient être restaurées les premiers? Quelles autres devraient être un petit peu laissées en réserve? Et comment prendre des décisions en fonction de critères moraux, politiques difficiles? Est-ce qu'on ne restaurera plus des tableaux fascistes? On a réfléchi à cette question. Donc, enlevant la dimension du temps, en fait, c'est une façon de guérir la plaie pour revenir à la question que vous avez posée au départ. Et consacrer du temps à la restauration d'œuvres artistiques, les conserver de manière marginaliste, savoir, c'est-à-dire non seulement les restaurer, mais savoir ce qui est là et non pas penser davantage en termes anthropologiques en fait. Et la plupart des musées ne savent pas ce qu'ils ont en réserve, donc ils n'ont aucune idée de ce qu'ils peuvent faire. Donc, il y a beaucoup de débats maintenant dans les musées d'art historiques et disent que, OK, par rapport à ces œuvres-là, nous pouvons faire ceci par exemple, il y a des espèces que nous n'avons jamais connues. Et donc, il faut donc plonger dans les réserves, les réserves des musées historiques. Et donc, on crée des conditions pour que on ne veut justement pas créer les conditions de cette extinction des masses et des espèces. Et en fait, c'est un peu notre rôle de faire ça dans un contexte féministe. Oui, pour rebondir à ce que vous venez de dire, en fait. Oui, les musées archéologiques
ont un rôle à jouer. J'y ai travaillé quelques années, en fait. I think that the basements of archaeological museums are not as traumatic for us. Mais je crois que ces problèmes qui sont les musées archéologiques ne sont pas aussi graves que les problèmes qui affectent les autres musées. Il y a d'autres histoires où nous n'avons pas à faire des choix. Et vous avez parlé, par exemple, de la conservation des œuvres fascistes, par exemple. Question importante. C'est une question fasciste. C'est une question, par exemple, féministe. Et il y a eu un débat animé dessus sur Leni Riefenstahl en 1975 entre Susan Sontag en mars 75, en fait, et Adrienne Reeves. Susan Sontag et Adrienne Reeves. Et quand on lit ce débat, c'est-à-dire, doit-on conserver un travail de femme qui est fasciste? C'est compliqué car, enfin, beaucoup, non. Certaines féministes de première vague est devenue fasciste. Donc, en fait, ce sont des histoires compliquées. Et plus proche qu'on arrive vers notre époque, en fait, on est peut-être tenté de dramatiser ces histoires. On a des problèmes maintenant du déplacement des populations aussi. Donc, donc, nous sommes une société qui a une histoire sur laquelle il faut construire. Il faut comprendre ces moments, ces différences, ces moments clés dans l'histoire, en fait, et qui ont un impact sur notre approche. Merci beaucoup pour ces remarques. Donc, donc, il nous reste 4 minutes pour cette discussion, première discussion. Je vous en remercie. Et je crois qu'il y a d'autres questions, d'autres problématiques qui vont se présenter avant la fin de l'après-midi. Donc, je vous remercie, Angela et Elke, de vos interventions. Vraiment, ça a vraiment lancé le débat de l'après-midi de façon très riche. Je crois qu'on y reviendra à ces questions. Donc, maintenant, Elisabeth Lebovici et Arakis vont maintenant prendre la parole. Elisabeth et Arakis. Oh, hi, bonjour tout le monde. Donc, dans ce deuxième panel, on va passer de l'analyse structurelle, cette trame structurelle, vers des politiques concrètes et qui peuvent en fait donner des exemples qui dépassent ces situations et puis qui nous donnent une compréhension générale de ces problématiques. Donc, comment peut-on intégrer la classe, la race et les classes sociales dans notre œuvre curatoriale au sein des musées et des centres d'art contemporain. Et donc, je suis ravi d'inviter Elisabeth Lebovici, historienne critique d'art, elle habite à Paris, et curateur Arakis, qui travaille à Bilbao, qui est actuellement, qui nous parle de Vitoria-Gasteiz en ce moment. Oui, je vous entends. Donc, pour lancer le débat, en fait, sur cette question,
quelles sont des stratégies pratiques de l'œuvre curatoriale? Des exemples qui peuvent répondre en quelque sorte à cette problématique dont nous venons de brosser un tableau. Qui voudrait commencer? Bonjour, Elisabeth Arakis. Oui, je suis à Victoria. Car vous savez que, en fait, je dois me trouver ici à Victoria cet après-midi car j'ai une conversation après cette réunion. Où est-ce que vous êtes, vous? Je suis à Paris en ce moment. Oui, chez moi, où je travaille, où je vis, je travaille, et puis j'écoute tout ce qui a été dit jusqu'à présent. En fait, je crois que c'est très intéressant d'essayer de pratiquer ce qui a été dit, de mettre en pratique tout cela. Puis, ce sont des problématiques qui génèrent de l'émotion. Je suis critique de l'art, donc je ne peux que parler du passé, des choses que j'ai vues, des choses sur lesquelles j'ai réfléchi, et je ne peux pas théoriser en quelque sorte par rapport au futur. J'aimerais bien pouvoir le faire, mais je crois qu'à chacun un petit peu son rôle professionnel. Et Angela a dit quelque chose de très important à la fin. Elle a dit que nous devons penser aux fractures internes du féminisme. Il y a la pluralité et la singularité des féminismes. Et puis, pour revenir à cette thématique, en fait, il y a une émission que j'ai vue qui a vraiment changé ma vision même de ce qu'est le féminisme. Ça s'appelait Defiant Muses. Et c'était produit dans les années 70 en France. Et franchement, je ne cacherai pas que ce sont de très bons amis, les curateurs de cette émission. Et c'était une joint venture qui travaille avec des œuvres, le centre Simone de Beauvoir, des œuvres qui provenaient du centre Simone de Beauvoir, qui contient de la documentation, des informations, des œuvres, essentiellement sur des femmes, mais sur des féministes et sur des productrices cinématographiques depuis son installation. Donc, tout d'abord, je dirais que la police qui passe. OK, oui. Donc, show, n'est-ce pas? C'est une émission, c'est une exposition. Donc, on parle ici d'une exposition. Et donc, cette exposition n'a pas attiré beaucoup d'attention en France. Personne ne voulait de cette exposition, sauf à part un musée à Lille qui l'a invité. Et puis, est allé ailleurs, cette exposition, il est allé ailleurs. Et ensuite, c'est allé à Vienne et Stuttgart. Donc, il n'y avait aucune institution, aucun musée qui ne s'intéressait à cette exposition à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y avait le nom de Delphine Seyrig. Delphine Seyrig, qui est connue en France, productrice de cinéma. On utilise son nom comme réseau pour reformuler deux constats. D'abord, c'est que la fracture interne du mouvement féministe en France, qui était totalement polarisée depuis 50 ans, je dirais, entre Psy-Kepo et le mouvement des femmes.
il y a même eu un procès, ça a donné lieu à un procès. Et en fait, c'était deux organismes qui avaient deux approches totalement différentes. Et c'était une exposition qui s'en foutait pas mal de ce problème, de cette fracture. On essaie de dépasser cette fracture. Et deuxièmement, je dirais qu'il y a le fait que cette exposition a reformulé ce qu'on entend par le féminisme en France, en fait. Un féminisme qu'on voit grandir progressivement, par exemple, Lucie Garac, Michel Montreuil, par exemple. Il s'agit de réfléchir à un matérialisme féministe et un matérialisme qui produit des optiques et des images et qui va au-delà de ses propres limites, au-delà des liens qui relient le Sud, qui relient la diaspora, qui crée le lien avec les films et qui donne des appareils photo aux femmes et des caméras également aux femmes, pas forcément du monde entier, mais dans certains lieux où l'art connaissait une certaine oppression. Donc, il s'agissait de repenser le français dans un féminisme francophone, mais aussi insister sur les réseaux de production qui comprenaient des personnes, des féministes à chaque niveau de production, de la production à la distribution, de la critique etc. Donc, je pense que c'était vraiment un show très intéressant, mais je ne vais pas aller trop longtemps là-dessus. Je vais un petit peu passer la parole à mon voisin. J'ai eu la chance de voir ce spectacle. Et comme vous le savez, on a pu le faire quand j'étais responsable, quand on avait une émission avec Simone de Beauvoir. Je connaissais bien ces films. Je pense que c'est très important ce que vous dites d'un point de vue, en tant que Française, d'un point de vue français. Comment le spectacle recadrait vraiment l'essence même du féminisme français. J'ai été choquée pendant 25 ans de voir comment García Estécio ont été appelés la théorie française du féminisme aux États-Unis. Et ensuite, ça s'est déplacé, ça s'est étendu dans le monde entier depuis les États-Unis. Donc, en même temps, on appelle Claude Mathieu, Christine Delphi, Paulo Vigeman, Paulo Cabeza, Monique Witty. Eh bien, ils étaient tous liés. Ils sont tous passés dans les oubliettes. Et c'est pour ça qu'on a fait également ce plus grand programme à Montemosso. C'est pour cela on a beaucoup parlé de l'exposition de Natasha Putenche, j'en ai parlé, et vraiment on insiste là-dessus. J'étais très surpris que René Sofia l'accepte, puisque vous savez, ils ne sont pas vraiment enclins aux idées féministes, hein, ce n'est pas trop leur truc. Mais j'ai eu de la chance et j'ai pu voir l'exposition. Et ils avaient raison. C'était une exposition majeure. J'aimerais également dire quelque chose au fur et à mesure en avance si on va parler d'autres expositions. Elisabeth, je pense, le nom du débat, là on parle du genre, hein. Elke a déjà parlé un petit peu de cela, mais j'aimerais souligner que cela commence à être vraiment irritant, énervant, vraiment de se rendre compte que le genre, ça veut dire les femmes, mais pas seulement le genre, qui est cité comme une catégorie analytique liée aux femmes. On parle du genre, on parle des femmes, comme je le disais, on parle aussi du féminisme, des problèmes féministes, des choses donc, qui concernent seulement les femmes, mais non. Au lieu, le féminisme, on le sait très bien, on sait tous ce que c'est, on sait très bien quelle est l'essence même du féminisme. Il s'agit pas forcément des problèmes des femmes, il s'agit de dénoncer les relations sociales qui créent une discrimination, une oppression et l'exploitation des femmes par les hommes. Si vous mettez ces petites lunettes et regardez le monde
à travers cette perspective. C'est du communisme. Il ne s'agit pas seulement des problèmes liés aux femmes, des problèmes des femmes. Pardon, des problèmes des femmes. Et il est important de souligner cette question. Pardon. Comme l'a dit la philosophe espagnole féministe Elia Moros, conceptualiser, c'est politiciser, c'est rentrer dans la sphère politique. Donc, il faut avoir des concepts très nets, très clairs pour politiciser de façon correcte, surtout quand on a une approche féministe. Donc, il faut vraiment avoir ça sur la table, là, voilà, sur l'agenda, sur l'ordre du jour. Et je suis très enthousiaste parce que c'est organisé, vous voyez, par une entreprise française. Bien sûr, il y a d'autres centres issus d'autres pays qui soutiennent et qui participent. Parce que on retrouve une certaine généalogie du féminisme français qui démarre avec Simone de Beauvoir. Elle n'a pas écrit le second genre, elle a écrit le deuxième sexe. Et j'insiste là-dessus parce que je voulais vraiment souligner un point, mais malheureusement aujourd'hui, l'identité sexuelle et le genre, ou l'ethnicité, la race, même l'âge, mais aussi le sexe, comme je disais, ça est toujours considéré comme une catégorie quelque part sociale qui crée de la discrimination et même qui tue les femmes. On doit avoir conscience de cela. Le genre et le sexe, ce n'est pas la même chose, attention. Et Elisabeth a parlé de l'intersectionnalité qui consiste en l'une des caractéristiques d'aujourd'hui, du féminisme d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est vrai. Le matérialisme français, l'identité sexuelle, le genre, la race, l'ethnicité, la classe, l'âge, ils sont tous liés, embriqués les uns les autres, et ils fonctionnent tous en même temps. Ils agissent en même temps quelque part. Ça ne se passe pas dans un coin isolé. Non, ils sont tous mélangés ensemble. Donc, il faut aborder toutes ces diverses catégories et voir comment elles s'embriquent les unes dans les autres et interagissent et évoluent entre les unes en même avec les autres. J'aimerais maintenant parler d'une autre exposition. Vous avez parlé je sais que vous l'avez vu, les femmes en obstruction, Women in Obstruction, je ne sais pas si c'était à Paris, au Centre Pompidou, une exposition. Je l'ai vue au Guggenheim de Bilbao, d'ailleurs, elle est toujours, il y est toujours. Et je me disais, j'ai parlé du genre et du féminisme, si vous regardez d'un point de vue féministe, qu'est-ce que fait cette exposition? C'est les femmes dans une structure. Je ne sais pas comment ça a été installé à Paris, mais à Bilbao, il y avait le hall qui était plein de différentes œuvres d'art. Dans les petites pièces, les petites salles, et il y avait tous ces livres conventionnels théoriques sur le féminisme qui étaient gardés dans une cage. Donc, il s'agit de l'exposition sur l'abstraction. Et ça méritait de voir tous ces livres. Et je me suis dit que cette exposition était différente de celle que j'ai vue à la Tate Modern. Vous l'avez peut-être déjà vue. Le monde, The World Goes Pop. Le monde va vers la pop. The World Goes Pop. C'était une autre exposition que dont Jessica Moran était la curatrice et sous cette direction. Et là, il s'agit de manière très opposée d'orchestrer l'exposition liée aux femmes et au féminisme. The World Goes Pop, c'était une exposition concernant les femmes et les hommes artistes. On exclut les femmes artistes dans une autre catégorie. Ils ne les ont pas mis à part, mais c'était une exposition de pop art, de femmes artistes. C'était plutôt une exposition vraiment sur le pop art et repenser l'essence même du pop art. Vous savez, The World Goes Pop, le monde va vers le pop art. Et dans cette exploitation, ils ont fait beaucoup de recherches, ils sont entrés en contact avec différents chercheurs, etc. Et par exemple, ils avaient Marit Chava, c'est une peintre espagnole. Et c'était un petit peu surprenant pour l'institution en Espagne. La Tate Modern a été la curatrice pour une femme artiste auquel on ne prête pas attention en Espagne.
Et je pense que c'était une bonne façon de faire une exposition féministe. Il y avait autre chose qui a été produit, qui était à mon avis un peu problématique aussi, qui mettait les femmes à part. Mettre les femmes à part, quelque part, ça les transforme on les relègue dans une sous-catégorie. Si vous faites des expositions seulement par des femmes, c'est un peu les mettre que dans une sous-catégorie. C'est comme si on fait une exposition que par des artistes noirs ou que par des femmes, hein, comme je le disais, on les met quelque part dans une sous-catégorie. Donc, il faut voir les choses différemment. Voilà, il y a ceux qui sont canonisés et ceux qui sont dans la sous-catégorie en dessous. Ça donne un peu cette impression. Donc là, on a une bonne comparaison de façon d'être les curateurs de deux expos différentes. Si on réduit le féminisme à des choses effectuées, produites par les femmes, comme dans le Guggenheim ou l'exposition de Centre Pompidou, on les dépolitique. C'est une façon dépoliticisée de retirer l'approche politique du féminisme. Oui, tout à fait. Le panel précédent, d'ailleurs, parlait de la volonté d'avoir une forme de féminisme libéral au sein du monde artistique. Et on ne doit pas laisser ça de côté. C'est évident. Et vous savez, hier, dans les journaux, les médias, les journaux virtuels, il y avait un article très intéressant par John Scott concernant le clash en parallèle dans les études sur le genre, par exemple, le conflit, les oppositions à ce sujet entre la France et la Hongrie. Et c'est intéressant et vraiment important la façon dont elle a souligné un certain nombre de programmes vraiment essentiels et qui montrent que le féminisme, qui ont été produits par les études sur le féminisme et le genre, elle parlait des pratiques interdisciplinaires, la pensée critique, et elle insistait sur le fait que ces différents types de possibilités qui s'offrent à travers les études de genre et aussi qui s'offrent à travers les expositions, hein, eh bien, on retrouve cette situation de la connaissance située quand vous l'appliquez au sein d'une institution d'art. Je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être abordé. La notion de pratique interdisciplinaire, comment cela est-il pratiqué au sein même d'une institution, la pensée critique, dans le cadre du travail, au travail. C'est toujours intéressant que Julia et Elfie ici, je connais certaines des expositions que vous avez organisées, certaines choses, pas mal de choses que vous avez organisées d'ailleurs. J'ai été très touchée par le fait que, par exemple, Elfie, vous avez lu Les Guerrières et le programme d'exposition n'était pas une conséquence de la lecture de Monique Witty, mais c'est une façon un peu de situer votre pratique pour faire en sorte que les expositions soient liées à une lecture critique. Et la notion d'engagement éthique, eh bien, cette notion est tellement importante dans l'orchestration d'expo. Monique Wittig, Les Guerrières, d'accord. Et il ne faut pas l'oublier. C'est partout, ça s'applique. Ça nous ramène à la Russie, l'Ukraine, mais aussi la France. On doit dire. Under the name of Islamo-leftism, au nom de l'islam ou de la gauchiste, à tout un ensemble de travaux, d'œuvres universitaires est vraiment mis à mal par ce gouvernement et discrédité. J'ai tout à fait conscience qu'au cours de la dernière conversation, vous avez beaucoup parlé du travail dans la pratique féministe dans les institutions artistiques. En quoi tout le monde, à partir des personnes qui font le nettoyage, les personnes qui s'occupent de la sécurité, les personnes impliquées dans l'organisation des expositions, les secrétaires qui sont les demandes de financement et un peu les petits devoirs hein, de l'institution, le côté administratif, eh bien, tout cet ensemble a un rôle à jouer et un travail à faire dans les pratiques
féministes. Je pense également que du coup, suite à la mise en place de ces programmes, les personnes ont été sensibilisées aux conditions de travail des personnes qui œuvrent dans ces institutions. Et c'est une façon d'aborder l'exposition, d'envisager les expositions avec cette notion selon laquelle chacun ne devrait pas être dans une situation précaire. Personne ne devrait être dans une situation précaire. Il doit bien réfléchir aux conditions de travail. On doit retrouver ça dans l'exposition. Et ce qui m'a vraiment ennuyé dans Elles font l'abstraction, dans cette exposition, il n'y a jamais de cas de suppression, d'oubli. Il n'y a pas de fracture. On ne trouve pas de fracture dans cette exposition. Et cela, c'est vraiment problématique pour moi. L'idée… Ah, pardon, je vais un peu vite. Non. J'ai cette image d'un listing de téléphone avec 2000 noms sur la liste et on ne sait pas quoi en faire. C'est parfait, quelque part. Ils arrivent à créer un vide dans une pièce. Une liste de téléphone, numéro de téléphone, ça ne communique rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est la créativité ici? Où est le discours ici? Où en retrouve-t-on? Ce n'est pas la seule exposition, malheureusement, qui fait ces espèces de listings téléphoniques. Combien de femmes ont fait ceci, blablabla. Et hop, une autre liste de téléphone, de numéro de téléphone. Ça y est, c'est parti. Quelqu'un est spécialisé de tel ou tel sujet dans tel ou tel pays pour telle ou telle période de l'histoire. Et encore une liste de téléphone, numéro de téléphone. Je dis, OK, ça va. Pardon, j'ai mal prononcé le nom espagnol. Et c'est important de parler du travail des femmes artistes. C'est toujours important de visualiser leur travail, de visualiser tout cela, mais il faut quand même réfléchir avec cette perspective féministe. Pas seulement être focalisé sur l'exposition, garder cette perspective féministe dans l'art. Et le féminisme, comme ses origines en France, en fait, d'ailleurs, les hommes et les femmes, Austin Poulard de là-bas, Hollande de Bouchko, Condorcet, John Stuart Mill, le féminisme offre une perspective politique, une théorie, un domaine de connaissances développé par les femmes, mais aussi par les hommes. Et personne n'en parle d'ailleurs. Pas du tout. On parle d'une nouvelle période d'essentialisme. C'est le bon mot en anglais que j'utilise, essentialisme. Aujourd'hui, c'est le 8 mars et mon amie Ursula Mendes m'a dit, elle était à la faculté, elle était en train d'enseigner ce matin, elle m'a parlé de personnes qui disaient que pour être féministe, il faut être une femme. On ne peut pas s'en sortir. Il faut être une femme pour être féministe, point barre. C'est ce qu'elle a entendu, mais c'est n'importe quoi. On ne connaît même pas notre histoire. C'est lamentable. On ne sait pas ce qui s'est passé par le passé. Et on est condamné à répéter les mêmes erreurs, alors démarrer au début, refaire les mêmes erreurs. Bien sûr, on a nos problèmes dans la transmission de la connaissance féministe d'une génération à l'autre. Certains d'entre nous sont animés par ces problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Organiser des cours. On fait ce qu'on peut pour pallier cette lacune, pour vraiment raconter les histoires et faire en sorte que l'histoire passe d'une génération à l'autre. Mais je pense qu'il faut mettre ça en valeur, que ce soit à travers les expositions. Oui, ces points doivent être pris en compte. La transmission même de la connaissance féministe, pas seulement avoir cette liste de numéros de téléphone, ce listing. Je vais peut-être intervenir, s'il vous plaît. Je pense que vous venez de soulever des points très puissants, comme Elisabeth l'a fait tout à l'heure dans la conversation qui s'est tenue avant ce panel. Il n'est pas la même chose entre organiser une exposition de femmes artistes ou une exposition féministe. Comme Molotov l'a dit, il s'agit d'organiser une exposition en tant que féministe. Vers la fin de la conversation, peut-être qu'on pourrait réfléchir, ou peut-être même spéculer et partager aussi, par exemple, Arakis, vous pourriez partager
à quoi devrait ressembler une institution d'art contemporain féministe, comment elle doit être organisée, structurée, et comment elle doit faire entendre sa voix. Peut-être que vous nous donnez des exemples concrets et parler des structures. Et Elisabeth, vous pourriez aussi en parler. Ok, je dirais une chose. Oui, mais tu veux toujours dire une chose. C'est toujours une chose que tu dis. Non, non, après, il y en a plusieurs. Oui, je lisais un article de Lourdes Mendes. Et j'ai été invité par le gouvernement, ministère de la Culture en 2007, à rencontrer des gens, à connaître des institutions. Et j'ai demandé à rencontrer Françoise Collan. Et il m'a reçu au Beaubourg et on a une conversation surréaliste. En fait, moi, je venais dans le pays de Simone de Beauvoir. Je crois que le débat était féministe. Elle m'a dit, t'es fou? Non, rien ne se passe ici depuis 1989. Mais Françoise Collan, je parle d'elle parce que elle a une réflexion qui lie le féminisme et l'art. Elle a parlé de deux effets. D'abord, l'effet Beaubois et l'effet Champois. Et elle a dit l'effet Beaubois a lieu en dehors du monde de l'art. Par exemple, dans un contexte politique, par exemple, au Parlement, par exemple, au gouvernement, on peut appliquer un certain nombre d'outils, en fait. Voilà. Mais ça vient de l'extérieur. Elle appelle ça le Beaubois effect. Des interventions qui viennent de l'extérieur. Mais le problème qu'elle soulevait, et elle était très contente que je m'intéresse à ça, en fait, parce qu'elle me disait, tu tiens compte non seulement de chiffres, mais de personnes, de gens, et elle parle de l'effet chante. Quelqu'un peut dire ce qu'est l'art et ce qui n'est pas l'art. Et pour pouvoir le dire, il faut disposer d'une autorité. Elle parle de l'effet chante. Et nous, historiquement, nous n'avons pas détenu cette autorité pour dire ce qu'est l'art et ce qui n'est pas l'art. Et elle disait qu'elle doit réfléchir à cet effet. Et il faut développer une stratégie pour promouvoir notre position. Et j'adore la France, en fait, franchement. Et je pense à cette idéologie charismatique de l'art. C'est quoi le mot? Ça a été un constat, en fait. Et Jackson Pollock a parlé de la survie de l'art. Et du point de vue féministe, quand on parle de cet effet Beaubois, de l'effet chante, on peut aller plus loin encore dans le monde de l'art. Vous avez l'empire de l'art, de l'histoire de l'art. L'histoire de l'art est censée être la seule discipline qui est capable de dire ce qu'est l'art, ce qui n'est pas l'art. Donc, quid de l'anthropologie, quid des sciences sociales qui ne joueraient pas leur rôle ici? Et je ne sais pas. Yeah. L'histoire de l'art sur les civils au féminisme. In Feminism, Art et Histoire de l'Art, Paris, École nationale supérieure de Beauvoir, 1994. Voilà, ça c'est le titre, en 1994. En fait, c'est là où j'ai lu ce texte qui fait référence à ce qu'on vient de dire cet après-midi. En l'occurrence,
power, you were saying about talking about positioning situated discourses. On a parlé du positionnement des discours. Et c'est une question de se positionner par rapport à un endroit. Et ça, c'est lié direct au pouvoir, la question du pouvoir. Et donc, il faut questionner l'histoire de l'art d'une perspective féministe pour pouvoir franchement cerner cet effet champ dont j'ai parlé. Oui, Griselda a parlé de cela, en fait. Ici, elle vient de dire quelque chose ici. Griselda vient de faire une remarque. For the public to Non, actually... le public ne peut pas voir cela. Non, malheureusement, non. Non, ce n'est pas public. Bon, écoutez, je vais le dire. Merci de ces grandes, formidables conversations. Vous avez raison de dénoncer ce répertoire téléphonique qui montre tous les noms. J'identifie des tendances stylistiques, de choix de matériaux ou d'approche. C'est précisément un exemple de l'exploitation officielle ou partielle des artistes féminines de part des institutions et en fait qui font taire et 50 années de challenge féministe. Le défi radical de la théorie féministe ne peut être digéré par les institutions et donc je pense que ce processus de faire taire la théorie féministe vraiment pose éloquemment le problème. C'est une véritable guerre contre toutes les formes de théories radicales et pratiques inspirées par ces théories. Merci beaucoup d'avoir dit cela, en fait. Oui. Et peut-être on devrait maintenant passer à une discussion générale. Oui, merci. Okay. Yes. Merci. We were scheduled to finish a bit later. On doit terminer un petit peu plus tard, donc, mais c'est vrai qu'on peut lancer la discussion pendant que Elke et Angela reviennent. La question concernant l'institution féministe, mais peut-être on pourrait laisser ça de côté, car une autre question, Antonio Cataldo pose une question que je lis à vous tous. Merci beaucoup de ces présentations formidables. Je voulais revenir à Elke et poser cette question de la majorité marginalisée. N'est-il pas dangereux de parler de cette majorité? Récemment, nous faisons fermer une exposition sur Queer World. Et il y a des minorités qui ont besoin d'être reconnues et la majorité dans la société ne les reconnaît toujours pas. Est-ce que ça risque de poser des problèmes de programmation à l'avenir? Oui, ça ne contredit pas en fait ce que j'avais dit en fait. Quand on parle des gens marginalisés, ils ne sont pas marginaux en termes d'effectifs en tant que tels, en fait. La marginalisation est plutôt d'ordre économique. Et je parle en termes de gens qui habitent la planète dans leur ensemble. Je ne parlais pas de minorités spécifiques lorsque j'ai évoqué la question de la marginalisation. Une suggestion. Pourriez-vous commenter la brochure que j'ai envoyée à tout le monde? Ce petit flyer, les bio en mauve, est-ce qu'on pourrait parler de cela? Oui, ça c'est une bonne idée, oui. Est-ce qu'on peut le voir? On voit l'écran parce que, en fait, je le Angela, et il y a moi, il y a toi, il y a Elke, il y a Julia et Magdalene à la fin. Et ça a été organisé selon l'âge des participants, non? C'est ça? Selon l'âge? Non, moi je suis certainement le plus âgé parmi nous tous. Et pour moi,
J'ai trouvé ça rigolo. Est-ce qu'on peut le voir à l'écran? Est-ce qu'on peut le voir à l'écran maintenant? On peut le partager l'écran? Oui, non, en fait, c'est sur le site web. On peut le voir. Arakis, vous pouvez le voir. Mais c'est organisé selon les panels et selon les thématiques. Et quand j'ai reçu l'invitation, j'ai vu, j'étais devant mon ordinateur chez moi et je me suis dit, waouh, c'est comme un poster, hein, ça, en fait. Des images, du texte, et puis, et je me suis dit, et en fait, et Angela, quand vous l'avez reçu, quelle était votre impression quand vous l'avez reçu? Quelle était votre impression? Oui, je me souviens, oui, je me souviens. Je ne sais pas, je me souviens plus de ce que je m'étais dit, mais enfin bon. Je crois que c'était le panel, mais bon, de toute façon, c'était les deux panels. D'abord, c'était ma première impression, et Sorry, did I interrupt you, Arak? It's like carry on. Est-ce que je t'ai coupé la parole, non? Non, je t'ai pas coupé. Non, vas-y, continue. En fait, je voulais revenir sur l'intervention de Griselda et le lier à quelque chose que tu as dit toi-même. Et merci pour cette discussion absolument essentielle que nous avons eue. Mais je vais défendre les artistes féminins et leurs expositions. Et il ne faut pas le répéter à tout jamais. Mais il a fallu quand même créer la construction, construire les artistes féminines comme une construction politique, comme une catégorie politique. Et ça a eu un énorme impact sur moi dans ma construction personnelle. Mais il y a cette question plus large, car je suis d'accord et j'ai écrit des articles dessus. Et en laissant de côté la question des expositions féminines, et évidemment, on ne peut pas parler de tout pendant 2 heures, mais je pense que ce qu'on devrait différencier, ce que nous pensons. Nous sommes des féministes, d'accord, et nous sommes formés, nous sommes très formés, nous avons une formation, nous sommes très différents des autres personnes. Et nous avons notre conception de ce qu'est le féminisme, ou même ce qu'est le genre. Et comment ça correspond à nos centres. Bon, après, je vais aller dans la rue et il va y avoir des gens avec des placards et tout, et je vais rejoindre la foule. Mais rappelez-vous que le gouvernement ukrainien a dit que les femmes et les enfants peuvent partir, pas les hommes. Donc, comment fonctionne le genre dans le monde actuel? Et nous avons notre fonctionnement de par notre formation professionnelle et le monde fonctionne autrement. Et il y a des expositions très sophistiquées qui ne mettaient pas en lumière les femmes, les artistes femmes dans l'histoire. J'en ai parlé dans un article déjà, en fait. Mais il y a la construction d'une autre temporalité, d'une autre chronologie, d'une autre lignée de la modernité. Et en fait, on peut faire énormément de choses ici. Et si on adopte cette approche linéaire, et donc je pense que c'est quand le problème arrive quand on se limite dans notre action. Je ne dis pas parce que je suis curateuse ici, mais c'est quand on se limite à un but. C'est là où on connaît les problèmes. Là, on bute contre les problèmes. Totalement d'accord. Mais il y a 2 choses que je voudrais dire. Et beaucoup de ces expositions ont écarté
les connaissances académiques. Tout est présenté comme des découvertes, du nouveau. Et je regarde le public, la réaction du public devant ces œuvres. Quand, par exemple, cette exposition, La femme et l'abstraction, beaucoup de gens sont restés devant. Et il s'agit de créer une position un peu décentralisée, dépourvue de toute connaissance académique et je sais que vous venez de parler de la chronologie, de la lignée historique, c'est une autre approche. Et vous avez parlé de cette chronologie linéaire. On en a beaucoup parlé de ça. C'est vrai qu'on n'a pas toujours été d'accord là-dessus, parce que cette thématique m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien que tu interviennes là-dessus. Mais ça, c'est une exposition basée sur une chronologie linéaire qui n'utilisait aucun outil pour situer les connaissances, pour rendre l'exposition plus interdisciplinaire, pour susciter une réflexion critique. Ça aurait pu faire beaucoup plus. Mais revenir à cette notion de chronologie linéaire, ça m'intéresse. Tu veux? Est-ce que... Et en 2 heures, on a vraiment le temps de faire ça? Je ne sais pas. J'en suis pas sûr. Mais pour ma part, en fait, la question du genre et c'est plutôt genre et féminisme plutôt que genre et femme. C'est à creuser cette problématique. Beaucoup de gens parlaient de ça, beaucoup a été écrit dessus. Et je n'ai pas de réponse à cette problématique. Je lis beaucoup, je réfléchis beaucoup. C'est un sujet énorme qui n'a pas de solution facile, évidemment. Et je m'auto-censure en quelque sorte. Il y a des mots. Quand je lis le mot radical, par exemple, radical, théorie radicale, wow, ça, et puis le mot féministe là-dedans aussi, et puis il y a par exemple, il y a des communautés trans n'aiment pas certains vocabulaires. Et je ne crois pas que cette question du vocabulaire devrait rentrer dans cette discussion de 2 heures à l'âge de temps si court. Mais bon. Et je recommande un livre, un livre qui a été publié au même moment que Gender Trouble. Je ne parle pas français, mais j'ai un ami français qui a traduit des passages de ce livre. Il y a des parties traduites en espagnol par Julia Falque. Donc, les hispanophones peut-être peuvent lire ça. Évidemment, les francophones peuvent le lire. Claude Matière, un livre par Claude Matière. Et donc, il s'inscrit dans une approche anthropologique de ces problématiques. Et il parle des relations entre le sexe, genre et les identités et comment ces questions fonctionnent autour de plusieurs identités différentes, en fait. Et donc, il parle de ces 30 dernières années. Et autrefois, je savais lire le français, maintenant j'ai oublié un petit peu. Et donc peut-être j'ai perdu quelques compétences en français, mais bon. I think that the climate destruction, to begin from that, now we also have... Nous avons le problème de réchauffement climatique et maintenant nous avons la guerre. Et donc, récemment en Grande-Bretagne,
on a appris on a découvert une nouvelle technologie pour libérer une force nucléaire fantastique. Ça, c'était rapporté dans la presse. Donc, il y a une espèce de finitude ici. Je crois que c'est la base de cette finitude, sur les bases de cette finitude que nous conduisons, nous agissons. Et en matière de politique, les générations qui se succèdent vont agir différemment. Et le féminisme, c'est quelque chose qui dépasse nos vies, la durée de nos vies à nous, en fait. Et donc, il faut concevoir le féminisme de façon très, très globale. Et ce n'est pas en contraste ici, ce n'est pas en contradiction avec une approche qui consiste à regarder la chronologie linéaire du temps, de l'histoire, de la modernité et l'idée du progrès aussi. Que je contesterai que peut-être que tous les modernistes parlent ainsi. Je pense que c'est nettement la notion plus du progrès complexe. On parle de temps révolutionnaire avec des questions nettement plus complexes. Et on peut lire l'œuvre de Kristeva, je crois qu'elle a dit Kristeva. Et bien sûr, on n'a jamais été moderne. Nous n'avons jamais été modernes. C'est un point à soulever, tout à fait. Bruno Latour partagé. nous enseigne oui, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Je me souviens également que l'un de mes premiers textes concernant la modernité dans le cadre du féminisme, j'ai amené ça avec moi. Il est trimballé pas mal avec moi quand j'ai pris l'année sabbatique également. Et ensuite, il y a un autre texte qui m'a beaucoup influencé, Abolir l'idée de la modernité à travers la Révolution, qui a été écrit par un historien britannique, Perry Anderson. Et j'ai lu ces textes, je les relis ensemble en les comparant quelque part. Et ça ne signifie pas que c'est impossible. Ça n'a pas besoin d'être réalisé. C'est un peu libérant de penser que le féminisme est un projet qui est nettement plus grand que nous. Oui, tout à fait, oui. Merci beaucoup. Vous avez une approche très optimiste. Je ne suis pourtant pas du genre optimiste, mais là, oui, j'avoue que oui. Angela, je me souviens beaucoup de philosophes espagnols féministes, Amela Carcer, qui disait que ça a pris plus de 2 générations pour emmener les femmes. Il faut être encore plus féministe, il faut avoir pleinement conscience du fait que le féminisme représente une longue carrière. C'est peut-être pas le bon mot, mais c'est un long processus, une révolution. Ça va prendre des centaines d'années ou peu importe. On est juste là pour peut-être, 80 ans, peut-être plus. 70, 80. Ça dépend des drogues que vous avez prises. Il faut avoir conscience de la perspective d'un point de vue féministe. Il faut dire qu'on est là pour un petit moment, mais attendez, j'ai déjà 56 ans. Et je me suis toujours dit que mon rôle consistait à faire passer la mission à l'autre génération à partir de ce que j'avais appris de la précédente. Et voilà, c'est tout. J'apprends de la précédente génération et je fais passer le message ensuite à celle qui vient après. C'est une perspective historique très spécifique. Ceux qui ont entre 45 et plus, ceux qui sont dans la cinquantaine, quand vous vivez le traumatisme d'un certain sentiment de désintégration. Il y a des romans très féministes. Je ne me souviens pas des titres exactement. Mais on est quelque part dans une culture d'accélération, une culture accélérée. Et je pense qu'on se retrouve dans une histoire assez spécifique. On ne s'est jamais vraiment pris très au sérieux, peut-être à cause des drogues, je ne sais pas trop. On a eu une enfance qui a duré très longtemps, je dirais. Vous savez, on a mis du temps à devenir des adultes. Et j'ai toujours été intimidée par ces grandes conversations que j'ai eues avec Griselda. Je crois que j'en ai eu qu'une seule d'ailleurs. Elle était tellement jeune d'ailleurs quand elle écrivait ses théories, il faut quand même se dire ça, quoi. Et
Et c'est très important comment on s'en perçoit en tant que génération. J'aimerais ajouter quelque chose. C'est un luxe pour moi de pouvoir penser aux générations de cette manière. Je pense que le désastre lié au climat, lié à l'énergie nucléaire, le nucléaire, la guerre, ça me fait penser aux générations, les personnes qui vivent sous des menaces en même temps. Et cette génération historique sur laquelle j'ai écrit d'ailleurs il y a quelques années, hein, et il y a différentes façons d'y réfléchir. Il y a pas mal de psychanalyse sur la relation mère-fille et on peut en parler de plein de choses. Mais je pense qu'on peut avoir espoir en tant que... Je suis certaine qu'il y aura d'autres féministes après nous. Je vais peut-être intervenir parce que je dois dire qu'à cause du temps, il faut un peu accélérer. Et il y a pas mal de contributions importantes de la part des penseurs féministes qui ont écrit selon la perspective selon laquelle il y a pas mal de multiples temporalités. Il n'y a pas seulement une seule, seulement une. Et bon, Kiramo Kosekenki, pardon, excusez-moi, mon accent espagnol, il a beaucoup contribué. Et donc, j'aimerais passer un peu de temps maintenant sur les questions-réponses. Et j'aimerais partager avec les participants. La première question vient de Harry Williams, qui vient de l'Université de Nantes, l'Université catholique de l'Ouest, la Catho d'Angers. Harriet est tout à fait d'accord avec l'idée de ces listings téléphoniques qu'on retrouve dans les expositions de femmes artistes. Et comment on peut éviter ça? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? L'autre commentaire, question, vient de Pays-Bas, qui est vous remercie pour ces questions très intéressantes. La question ou la conclusion, et pour eux, c'est très difficile pour séparer le féminisme de l'approche binaire. Je suis très inquiet par rapport à l'antipathie de la part d'autres groupes, puisqu'ils n'essayent pas d'en savoir plus sur la recherche féministe, ils ne vont pas essayer d'en savoir plus. Depuis longtemps, le thème, c'est toujours entre le discours entre nos différences entre hommes et femmes et l'absence de solidarité entre les différents groupes de personnes qui comprennent les hommes. Est-ce qu'on doit repenser le mot féminité du point de vue de la perspective post-structuraliste, puisque la féminité est un mot construit par la société patriarcale qui, patriarche, attribue la féminité aux femmes. Cependant, ça fait partie de la nature humaine, donc peut-être que la soi-disant féminité doit être abandonnée et on doit revenir avec un mot plus neutre, un terme plus neutre, en tenant compte du fait que les féministes veulent créer un nouveau monde au-delà de la société patriarcale, un monde bienveillant où les hommes ne pensent pas immédiatement qu'ils ont un rôle à jouer dans ce nouveau monde, puisqu'ils sont critiqués, et, on leur reproche d'être agressifs et que prendre soin des autres, être bienveillant, ne fait tout simplement pas partie de leur nature. Sorry, there's a second part. Oui, je m'excuse, il y a une deuxième partie à cette question qui vient d'arriver. Par rapport à la communauté LGBTQIA, comment est-ce qu'on peut considérer que cette essence même de la féminité, comment est-ce qu'on peut l'envisager, cette essence même de la féminité? On doit saisir les forces de tous les groupes de personnes. Donc, nous devons prendre un peu le même recul, qui est bien sûr anti-patriarcat. C'est difficile. D'un point de vue anthropologique, la recherche dans certains groupes, effectuée par certains groupes ici, il y a des groupes bien identifiés qui s'appellent Women of the Week, les femmes de la semaine. Et ça change de femme chaque semaine. La femme de la semaine. La première. Donc, voilà, on voit les différents rôles occupés par ces femmes. En fait, c'est un groupe des débats anthropologiques. Quand on se penche sur les données qui font référence à cela, on observe pas mal de travaux non payés, effectués d'ailleurs par des femmes. Ça permet de protéger quelque part le capitalisme. Et c'est fréquent. On pourrait parler des théories, on pourrait écrire sur les théories. Dans un monde où
le genre joue un rôle économique, c'est très difficile de faire changer les choses. C'est ce que je dirais, moi. Ce serait ma réponse. Je me souviens d'un article de Juliette Michel qu'elle a écrit l'année de ma naissance, donc on est en 1966. Les femmes, la plus longue révolution, c'était le titre. Et il ou elle a trouvé son article. Ça a été publié dans la New Left Review, la revue de Nouvelle Gauche. New Left Review, je ne sais pas. C'est un texte d'ailleurs très intéressant. Donc, les femmes, la plus longue révolution, par Juliette Michel, Women, the Longest Revolution. Eh bien, j'ai une réponse de nature historique. Je pense qu'il s'agit... Oh, j'étais vraiment frappée par le projet de Monique Wittig qui consistait à déconstruire les catégories d'hommes, les femmes, les hommes, la féminité, la masculinité. Tout cela qui est en fait le produit du patriarcat bien établi. La réponse, quelque part, c'était ce qu'elle appelait le chantier littéraire, qui consistait à donner une forme à un projet même, à cette véritable déconstruction, un chantier, a work, un chantier en cours, un chantier en cours. Un processus qui revêt une forme. Et peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel nous devons réfléchir, puisque nous sommes avec des personnes qui organisent des expositions, nous produisons des formes et qui s'intéressent à cette idée du processus, du chantier, cette idée d'œuvrer vers un chantier, de revêtir des formes, créer des formes, quelque part développer une langue, un langage. Ce serait ma réponse, je dirais. Hein. Et ça me ramènerait à la deuxième question, c'est comment vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait pas cette fameuse liste de numéros de téléphone, de téléphone listing dans les expositions de femmes artistes féministes. Eh bien, il s'agit d'aborder l'exposition comme un chantier, quelque chose qui doit revêtir une forme. Oh, c'est beau. Et j'aimerais rebondir sur cette question, telle qu'on le retrouve dans le chat, qui parle des hommes qui font partie de ce futur, comme quoi les hommes sont exclus. J'aimerais reparler du temps, on en a parlé tout à l'heure, puisqu'à mon avis, c'est une question vraiment orientée sur le temps, comme s'il restait plus de temps pour les hommes, plus de place temporelle pour les hommes à l'avenir. Ouh là là. Je pense qu'on a beaucoup réfléchi à la production sociale dans l'espace, qui est également le titre d'un livre par Andrew Lefebvre. Il n'y a pas de livre qui s'appelle La production sociale du temps. Et la façon... Vous savez qu'il y a beaucoup d'heures, un nombre infini d'heures dont Angela a parlé, des heures qui ne comptent pas d'un point de vue pécunier, qui ne sont pas rémunérées. Des heures de soins. Si on arrête de prendre soin, on ne contribue pas à quelque forme que ce soit de continuation. Ce n'est pas vraiment une réponse concernant le rôle des hommes, là, je reconnais, mais pour moi, ce n'est pas forcément la bonne question. La question qui se pose, comment est-ce qu'on peut devenir des êtres qui ont du temps et suffisamment de ressources pour prendre soin, comme John Prentice, pour qu'on devienne libre de prendre soin et forcé à prendre soin. Si un genre n'est pas attribué, donc on peut penser différemment. Et j'aimerais partager quelque chose que les gens ont dit hier soir quand on a eu une présentation de livres et ensuite on était en train d'attendre le froid parce qu'il fait très froid actuellement à Vienne. Et bien sûr,
Il y a le Covid, donc on essaye vraiment de faire attention, de respecter les mesures barrières. Donc du coup, on a pour rester dans le coin à l'extérieur pour parler. Et là, une très jeune, enfin une jeune personne par rapport à moi, et elle a dit, cette personne, on fait des choses pour changer le monde, mais on ne sera peut-être pas là pour en profiter, pour en bénéficier de ces changements. Elle était très jeune. On le fait pour les autres, c'est ce qu'elle a dit. Et souvent, on parle des choses qu'on a fait pour l'environnement, pour la planète. On a une responsabilité différenciée, différente par rapport au travail. J'ai pensé que c'était une très bonne pensée sur laquelle on pouvait démarrer, peut-être même faire pour démarrer, envisager une exposition que les gens font pour les autres qu'ils ne connaissent pas encore, puisque ces personnes naîtront, enfin, arriveront dans le futur. Voilà, je voulais juste partager cette petite anecdote. Pas avoir l'air trop nostalgique, non, c'est pas le but. Je pense que c'était vraiment quelque part une forme d'inquiétude un peu matérialiste qu'a évoqué cette personne hier. Les choses que l'on fait pour des personnes que l'on ne connaît pas encore, et à mon avis, qu'on ne connaît pas, on ne connaîtra pas, cela va au-delà de la connexion, quand on se sent uniquement connecté à ceux avec lesquels nous avons des liens, parce que nous avons certaines similitudes ou d'autres choses en commun. Oui, merci Elke de cette pensée qui, pour ma part, est excellente en guise de conclusion de notre discussion aujourd'hui. Et je sais que vous avez d'autres engagements peut-être après, ou vous allez peut-être faire partie des manifestations dans la rue aujourd'hui. Mais je terminerai avec cette idée de relancer cette notion de co-responsabilité de nos pratiques quotidiennes. Cette notion de chantier dont tu as parlé, Elisabeth, cette co-responsabilité dans nos pratiques quotidiennes, en fait, et dans ce processus de transformation. Ces pratiques qui renvoient à la signification de l'histoire, la réflexion historique aussi, et la manière dont nous concevons nos institutions. Donc, un dernier mot, en fait, que le 8 mars soit un jour pour promouvoir le féminisme. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé aujourd'hui, d'avoir posé vos questions. Et là, je crois que la prochaine réunion sera excellente. Et je l'attends avec beaucoup de plaisir. Et vraiment, un grand merci à tous nos interprètes qui ont tenu le rythme aujourd'hui. Et merci, les interprètes, vous remerciez également. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Merci.